Celui qui part de zéro ne peut pas reculer. Il ne peut qu'aller de l'avant. Et vous, vous attendez quoi des élections? On n'attend rien des élections. On n'a pas l'eau. Qu'est-ce que tu viens me parler d'élections? Lui et toute sa bande, là. Celui qui n'a pas encore sauté, on va le chasser. Le mal est toujours présent. Si on veut l'unité nationale, l'islam en sera la base. Si on veut le développement économique, l'islam en sera la base. La liberté finira par gagner en Tunisie. Le printemps arabe aura été pour l'instant une révolte salutaire des peuples contre les dictatures. Ainsi cet hiver, les manifestants tunisiens ont bravé la police du président déchu, Zine Ben Ali. 250 jeunes sont morts parce qu'ils voulaient vivre libres. La dignité fut leur mot d'ordre. Depuis, les Tunisiens prennent la parole dans un pays devenu une immense agora. Tous s'enflamment après 23 ans de privation de liberté. L'invention de la démocratie n'est pas une sinécure. La résistance des partisans de Ben Ali s'organise. L'intégration des islamistes provoque de fortes tensions, sans évoquer l'économie tunisienne, plombée par le chômage. L'élection d'une assemblée constituante le 23 octobre prochain est un formidable défi démocratique. Ce scrutin libre est une première dans l'histoire de ce pays depuis son indépendance, le 20 mars 1956, un événement fondateur. L'impatience gagne dans ces villes de l'intérieur qui furent les bastions de la résistance au régime de Ben Ali. C'est cette Tunisie des oubliés, profondément islamisée, que nous avons rencontrée. Proche de l'Algérie, la ville de Kasserine est délaissée depuis toujours, enclavée, au bord de la révolte. Nous avons rencontré Walid Abbassi, au local du mouvement islamiste Narda. Au cœur de Kasserine, dans la cité populaire des Zouhour, un vaste souk improvisé s'est constitué dans l'illégalité. Chaque jour, Walid transporte des vêtements pour monter son propre stand. Tu connais tout le monde ici. Hein? Ce sont mes voisins. Oui. C'est voilà. Voilà le magasin général. C'est la boutique de Zara. Bonjour, tu m'aides avec les tables? Tu vas pas rester à me regarder? 5 fois par jour, Walid prie à la mosquée de son quartier. Il ne manque pas d'aider plus pauvres que lui. L'aumône est une des obligations sacrées de l'islam. Qu'est-ce que c'est C'est du pain pour les pauvres. Il y en a beaucoup de pauvres. Oui, tu vas voir. Hein. Pourtant, toi, t'es pas très riche. Oui, mais ça ne change rien. C'est un morceau de pain, c'est à 200 millim peut-être. Et ça, c'est important chaque jour de faire ça? Oui, c'est important. Les lots dépareillés vendus par Walid proviennent d'Europe, via Kairouan. Une chemise vaut 2 dinars, ses gains ne dépassent pas 10 dinars, 5 € par jour. Nous avons à prendre notre liberté pour vendre des choses comme ça, parce qu'il est interdit de vendre des vêtements sur le trottoir. Qu'est-ce qui se passait avant? La municipalité, le gouvernement ou les polices vont prendre tous les vêtements. Tu pries, on t'a arrêté. Tu buvais de l'alcool, on t'a arrêté. Tu fumais du hashish, on t'a arrêté. Tu volais, on t'a arrêté. Tu ne volais pas, on t'a arrêté. Tu parlais, on t'a arrêté. On empêchait tout le monde de tourner en rond, celui qui priait, tout comme celui qui buvait. Voilà mon ami. C'est l'aide de la. Je suis un professeur d'anglais.
Mais je vends du poisson pour vivre, ni plus ni moins. Pour vivre, ni plus ni moins. Aujourd'hui, qui travaille à la maison? C'est seulement mon père. Oui. Et vous êtes combien? Oui, nous sommes 8 à la maison. Dans les rues de ce quartier populaire, la plupart des jeunes sont désœuvrés. La contrebande de pneus et de cigarettes avec l'Algérie voisine est leur seul horizon. Et le commerce de hache, l'activité la plus lucrative. Ces jeunes ne croient plus aux solutions politiques. La colère, le désespoir ne sont pas loin. Tu n'as pas de Ferrari à la maison, hein? Tu n'as pas de piscine? Non, 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 je n'en ai pas, j'ai mon Dieu. En vendant des cigarettes, tu fais combien par jour? Ah mais par jour, je fais 7 dinars, 8 dinars. Et ça te suffit? Non, ça ne me suffit pas. En plus, j'ai une famille. Pendant la Révolution, on en a sué. Cette révolution, on l'a faite pour le pain. Ils sont tous diplômés, tous ceux que tu vois. Et ils sont au chômage. Regarde-le, lui, qui vend ses cigarettes. À la fin de la journée, il lui reste 5 dinars. Avec ça, comment tu veux qu'il achète les couches et le lait? Quand il arrivera, le nouveau président de ce pays, tu veux que je vote pour lui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il n'a rien fait pour moi, j'ai rien. Rien. Comment ça se fait que je n'ai rien et que lui, il vive dans le confort? Et en plus, il faudrait que je vote pour lui? Je vais pas faire ça. Je n'ai aucune idée de pour qui je vais voter. Je te mets au défi de trouver une seule personne dans cette ville qui ne soit pas comme moi. Je n'aime même pas en parler. Pourquoi je parlerais de la politique, des élections et de tout ça? Mais pourquoi faire? Tous les gens de Kasserine, tu leur parles d'une assemblée constituante, ils ne comprennent pas de quoi tu leur parles. On ne sait pas ce que ça veut dire des élections. Tu leur parles de liberté, de démocratie, c'est impossible qu'ils te comprennent. Donnez-nous du travail, donnez-nous de l'argent, et peut-être qu'après on pourra se libérer et comprendre ce qu'est la démocratie. En ce qui nous concerne, donnez-nous des projets. On est prêt à refaire cette révolution. Un travail ou la révolution. On n'a plus rien à perdre. Un travail ou la révolution. La région de Kasserine a payé un lourd tribut à la chute de Ben Ali. 22 martyrs, 200 blessés. Et ces snipers, juchés sur les toits, qui ont tiré pour tuer. Ils visaient la tête ou la poitrine des manifestants. Ces images de la brutalité policière que nous avons récupérées auprès des jeunes eux-mêmes ont été prises avec leur portable. En circulant sur le net, ces vidéos ont été une formidable arme aux mains des manifestants. Ces images ont déstabilisé le régime et poussé Ben Ali vers la porte le 14 janvier 2011. Il faudra attendre 7 mois pour qu'une commission officielle sur les violations commises en janvier dernier reconnaisse enfin, fin août, la présence de ces snipers. Il était temps. Beaucoup, à Kasserine, se sont sentis à nouveau trahis. Ces places des martyrs qu'ont eu lieu les heurts les plus sanglants. Un monument aux morts porte les noms des victimes. Azzedine est un petit entrepreneur. Durant le soulèvement de janvier, il encadrait la révolte des jeunes de Kasserine. Le soulèvement a démarré à Sidi Bouzid. Mais c'est ici qu'il s'est intensifié. Ici, à Kasserine. Il s'est intensifié sur cette place. Même les chaînes américaines, elles ont parlé de ce quartier. Sincèrement, ici on a vécu des jours terribles. On aurait dit que c'était la guerre. C'était la guerre. C'était la guerre, voilà, c'était la guerre. Comme à Gaza. Comme la répression lors des manifestations de Gaza. On a vécu des jours vraiment terribles. Mais ceux qui sont morts, ce sont nos enfants, nos propres enfants. Nous nous rendons avec Azzedine dans la famille de Walid Zedaoui. Le 9 janvier 2011, ce jeune de 24 ans était abattu par les snipers. Le pauvre, un de ses amis était tombé, il voulait aller à l'enterrement. On était dans la procession et ils se sont mis à nous tirer dessus. Le sniper était sur un toit et il a touché. Il est mort devant moi. Tout était déchiré à l'intérieur de son corps. Il a fait une hémorragie interne, c'était affreux. Nous, ce qu'on demande, c'est que les gens qui ont tué les manifestants soient jugés. Nous n'avons aucune autre exigence. Le nouveau dirigeant a dit qu'il n'y avait pas eu de sniper. Et vous, vous n'avez pas entrepris une procédure? Nous avons témoigné à l'enquête. Il y a eu une enquête. Nous avons parlé et il est toujours en poste et voilà. Et le conseil de... Que du vent.
Et voilà la révolution. Les snipers étaient là, et ils nous mentent en disant qu'il n'y en avait pas. On les a vus de nos propres yeux, en train de nous tuer. La révolution a échoué dès la première semaine. Rien n'a changé. Nous, on l'a faite, cette révolution, au nom de la liberté et de la dignité. Cette liberté et cette dignité, elles n'existent pas. Elles sont passées où? Rien n'a changé. Ils ont tout tué en nous, tout. Ils n'ont rien laissé. On n'a confiance en personne. À combien de partis politiques on est arrivé? Aujourd'hui, 81 partis politiques. Des gens qui étaient en exil. Je ne les connais pas. Je suis né en 77, j'avais 10 ans quand ils sont partis. On n'a aucune idée de qui ils sont. Depuis la fuite de l'ancien président Ben Ali, une centaine de partis se sont créés. De nombreux journaux dénoncent en vrac l'incurie et la corruption. Dans ce tourbillon démocratique, le mouvement des islamistes Narda, créé dans l'illégalité il y a 30 ans, est le plus visible. 20 000 de ses militants ont été emprisonnés et torturés. Autre atout, la personnalité charismatique du leader, Rachid Ghannouchi, emprisonné puis exilé à Londres, jusqu'à son retour triomphal cet hiver. Dans chaque famille tunisienne, il y a un prisonnier, il y a un martyr, il y a un exilé, ou au minimum quelqu'un chassé de son travail. Le peuple tunisien et toutes les familles qu'il compose a été écrasé par une meule de pierre. C'est pour ça que nos rangs ne se constituent pas d'individus mais de familles entières. On ne peut plus parler de province intérieure ou sahélienne, mais c'est la Tunisie tout entière qui se réunit autour de la parole islamiste que propose Narda et qui se réunit autour des martyrs et du combat qui est mené depuis 40 ans. Et le fait de les mettre tous en prison, de les diaboliser, leur a certainement facilité l'action par la suite. Ils se sont organisés, ils se sont préparés. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les partis intégristes sont ceux qui sont les mieux placés actuellement en Tunisie, les mieux organisés et qui ramassent le plus de sympathie du public. Le parti islamiste turc, l'AKP, a réussi à vaincre en Turquie, après une ère laïque et corrompue. Après la pauvreté, la corruption, l'oppression. La Turquie était classée 70e dans le monde. Devant elle venaient 69 pays. Aujourd'hui, sous le régime du parti de la justice et de la croissance, sous le régime de l'islam, la Turquie est arrivée au 16e rang dans le monde. Je dis aux gens, pourquoi faites-vous peur avec l'islam? Pourquoi faites-vous peur avec le Narda? Nous avons devant nous un exemple. Voyez comme la Turquie a progressé depuis qu'elle est sous régime islamiste. Voyez comme vos principes communistes ont détruit le monde qu'ils avaient conquis. Tarek Toumi est exploitant agricole à Grombalia, une commune rurale située à une vingtaine de kilomètres des installations touristiques d'Hammamet. Ce notable influent connaît bien le monde des salariés agricoles. 6 dinars par jour, soit 3 €. Voici ce que gagnent les plus chanceux. Dans le bourg d'Ainbourn, on manque de tout. Même l'eau fait cruellement défaut. Les plus déshérités des Tunisiens voient dans le mouvement islamiste leur meilleur défenseur. Et vous, vous attendez quoi des élections? On n'attend rien des élections. On n'a pas l'eau. Qu'est-ce que tu viens me parler d'élections? Rachid Ghannouchi, on le comprend. Son parti, c'est le seul que nous comprenons. On le suit et c'est le seul parti qu'on comprend. C'est ça la réalité. On le regarde à la télévision et Rachid Ghannouchi, tout le monde le regarde et l'attend.
C'est la situation de la Tunisie intérieure. C'est 70% de la population tunisienne. Vous avez l'échantillon. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont très proches du discours de Nahda, de Ranouchi? Ils sont très proches parce que, pour une simple raison, c'est qu'ils n'ont pas l'eau. Alors qu'on est à Hammamet, les touristes arrivent avec 20 €, ils ont le soleil, midi, matin et soir, ils dînent, ils ont l'animation, et ces gosses n'ont pas de quoi se laver. C'est ça la Tunisie. C'est ça la Tunisie. C'est ça la Tunisie. Depuis l'indépendance, la Tunisie de l'intérieur a été superbement ignorée par les gouvernements de Bourguiba et de Ben Ali. La surprise, la voici. À quelques kilomètres des grands hôtels de la côte, la misère dans les campagnes fait penser à l'Afrique subsaharienne. Reste que le pays a connu, sous le règne de Ben Ali, un formidable développement touristique. Tout en favorisant leur famille, le président déchu et son épouse, Leila Trabelsi, ont fabriqué une bien jolie vitrine. Hammamet, Gamart, Tozeur, jusqu'à Tabarka. Autant de communes modernes, élégantes, bien desservies, où 7 millions de touristes ont accès chaque année à de superbes plages. D'où la réputation qui fut longtemps à l'étranger celle d'une Tunisie, pays du jasmin, où le soleil est généreux. 1/5 de la population vit du tourisme, la principale source de devises du pays. Cette année, la révolution de janvier et la guerre en Libye ont dissuadé les touristes. Et pourtant, l'histoire s'accélère en Tunisie. À Hammamet, on rencontre des patrons d'hôtels comme Hakem qui imaginent un avenir paisible avec les islamistes au pouvoir. Comparant à l'année -1 en 2010, mois de juin, je suis à 80%, 85%. Donc on n'a pas pu même remplir 30% ou 40%. Il y a même maintenant des hôtels qui sont déjà, jusqu'à maintenant, ils sont fermés. La Tunisie. Vous ne pensez pas que le fait qu'on parle beaucoup de l'importance des islamistes de Nahda en ce moment, ça fait peur aux touristes? Ranouchi est venu à Hammamet, ça fait 2 mois, donc, mais jusqu'à maintenant, il faut dire la vérité, que Nahda, nous n'avons pas eu de problème à cause de Nahda. Donc même le programme de Nahda était très bien ciblé sur le tourisme et tout. Donc on a... Le programme il va se baser pour le tourisme de qualité, donc comme le Maroc, la Turquie et tout. Donc il va cibler le marché français, anglais et allemand. Donc il ne veut pas travailler sur le tourisme de quantité, de masse. Les islamistes n'ont aucun préjugé contre le monde des affaires et des grands hôtels. C'est dans un établissement luxueux de Bizerte que le mouvement Nahda reçoit à déjeuner 200 chefs d'entreprise. Encore que Rachid Ghannouchi entretient le plus grand flou sur son programme, jusqu'à vanter, avec un sourire, le modèle scandinave. Ce que je veux, c'est rassurer les chefs d'entreprise. Leurs affaires seront plus utiles, elles seront plus visibles avec le mouvement islamiste. Notre modèle économique concilie l'initiative personnelle, l'économie de marché, mais aussi les solidarités sociales qui doivent être disponibles pour tous les citoyens. Nous considérons que c'est le modèle des pays scandinaves qui est un très bon modèle. À l'avant-garde du combat contre la dictature de Ben Ali, les communistes du PCOT, acquis à la démocratie, ont une vraie capacité de mobilisation populaire. Leur leader, Hama Hamami, dénonce le libéralisme du programme des islamistes. Avoir les grandes lignes du projet de Nahda, Nahda défend pratiquement une économie néolibérale, donc une économie qui sert une minorité de riches en Tunisie, à l'image du régime de Ben Ali. Or, le projet de société défendu par le PCOT est vraiment fondamentalement différent du projet de société défendu par Nahda.
Pas seulement au niveau du rapport religion-État ou au niveau des libertés, au niveau de la question de l'égalité entre les femmes et hommes. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'énoncer l'égalité en tant que principe juridique, mais aussi il faut qu'il y ait des conditions matérielles pour réaliser cette égalité. Et cela relève du régime économique et social que que les Tunisiens vont choisir. Parce que le taux de femmes qui travaillent, il ne dépasse pas 25% actuellement de la population active. Nous nous trouvons sur un plateau à 70 km de Gafsa, la ville rebelle qui a été de tous les combats. Sur ces terres desséchées, privées d'eau et d'électricité, les femmes coupent encore le blé à la serpe. Un taxi collectif, une fois par jour, permet d'avoir un accès au monde extérieur. Fadela Hadji habite le village de Banjamza, 500 âmes et autant de moutons. Elle est au chômage depuis 5 ans malgré son diplôme de mathématiques. Dans ce bourg reculé, des dizaines de jeunes ont réalisé des études supérieures. Le régime de Ben Ali n'a pas osé s'en prendre aux bourses universitaires créées par le fondateur de la Tunisie moderne, Habib Bourguiba. Le combattant suprême, comme on l'appelait, avait milité pour l'accès de tous au savoir. Nous sommes reçus dans la famille de Fadela. Son père, Mohamed Hadji, est malade et allongé dans la cour. Ici, dit-il, c'est un trou noir. C'est le seul qui travaille. Je suis restée 5 années au chômage. Ce qui me fait vraiment mal, c'est qu'il s'est sacrifié pour moi. Je suis la première fille à faire des études dans le village et la première à réussir. Mais Ben Ali est arrivé. Il ne nous a pas laissé travailler. Nous sommes des oubliés, c'est tout. Il disait, soit tu payes 10 millions, soit tu travailles pas. D'où pourrais-je les ramener? Imaginez, on se bouche à nourrir pour une seule personne à travailler. Et vous, madame, ça va? Me voilà, je m'approche de la fin. J'ai 6 filles laissées pour compte qu'on a envoyées à l'école pour rien. Et le vieux est alité. Nous avons couru et nous sommes épuisés. Et ce sera ainsi jusqu'à ce que la faim ait raison de nous. Comment tu l'as vécu, cette révolution? Est-ce que tu attends que ça change quelque chose pour ici? Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, j'attendais que quelque chose m'arrive dans les mains. Mais rien n'est venu et je suis comme morte. Même lorsqu'on entend dire que dans les provinces, on donne du matériel ou autre, nous n'avons rien vu. Aux prochaines élections, vous voterez pour qui? Je voterai pour personne. Je voterai pour moi-même et pour ce misérable peuple. Qui portera sur ses épaules ce peuple? Ennahda dit que c'est lui le parti qui s'occuperait des gens modestes. Je ne voterai jamais Ennahda, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont un passé trouble. Je ne l'aime pas, ce n'est pas la culture que je connais. Pourtant, ce sont des islamistes. Islamistes ou pas, j'ai ma propre religion. Je pratique, je prie et c'est une affaire entre Dieu et moi. Je ne veux pas de ceux qui, au nom de l'islam ou de Dieu, montent un parti. Les 150 000 diplômés chômeurs de Tunisie auront été une bombe à retardement pour le régime de Ben Ali. Nous retrouvons Fadela à un meeting qui se tient au local de l'UGTT. Le grand syndicat tunisien, né avec l'indépendance, joue un rôle décisif. Toutes voilées, les femmes ne se laissent pas oublier. C'est notre meeting avec les jeunes diplômés, 100 ans chômeurs. Ça, c'est le comité de l'emploi. C'est pour faire quoi dans ces réunions ce soir? Pour appuyer contre le gouvernement et le gouvernorat pour avoir du boulot et du travail, de l'emploi. Alors qui sont ces jeunes? Ce sont tous des chômeurs. C'est l'ensemble des habitants de Kasserine qui nous soutiennent, toutes tendances politiques confondues. Notre demande la plus importante, c'est d'être associés aux décisions. Ces décisions prises d'en haut, on les refuse. Nous, on est au chômage depuis 9 ou 10 ans. Pourquoi?
parce que les décisions viennent d'en haut. Il n'y a pas d'études sur le terrain, sur la réalité et surtout la réalité dans nos régions dévastées. Et pour montrer notre sens patriotique, nous sommes prêts à travailler 1 an, gratuitement. Que mon salaire soit reversé dans un compte dédié à Kasserine, que ça serve à financer un projet, qui vienne de l'État ou d'ailleurs. Et on met au défi n'importe quel ministre du gouvernement provisoire de reverser ne fût-ce que 3 millions de ce qu'il touche chaque mois dans les finances publiques. Nous sommes prêts à renoncer à tous nos salaires pendant 1 an pour les investir dans notre pays. Et on ne fera pas de concession. Même s'il faut de nouveau verser le sang, on le fera. Le bénéfice de la révolution, ce sera pour Kasserine. Face à cette impatience, les partis sont impuissants, explique le patron du principal parti non islamiste. Loin de cette Tunisie en colère, le climat politique est très différent à Tunis, Sousse et Sfax. Ces grandes villes côtières où vit la majorité des classes moyennes. Au cœur de la capitale, la fondation Bouebdeli, 1300 élèves et l'établissement francophone le plus réputé du pays. Lorsque l'épouse de Ben Ali, Leila Trabelsi, veut fermer l'école pour s'emparer du terrain, l'ambassade de France répond aux abonnés absents. Longtemps harcelé par l'ancien régime, le créateur de ce lycée, Mohamed Bouebdeli, s'est lancé depuis janvier dans la vie politique. Son mouvement, le Parti libéral maghrébin, présente des candidats dans tout le pays. Quel est votre sentiment sur l'état économique social aujourd'hui de cette Tunisie de l'intérieur qui s'est révoltée contre Ben Ali au mois de décembre et janvier? Disons que c'est lamentable, c'est un état lamentable, surtout oui, à Kasserine. Kasserine, ce n'est pas le tiers-monde, c'est le quart-monde. Parce que vraiment, c'est une... j'ai jamais vu aussi la pauvreté à Kasserine nulle part. Et donc, M. Ben Ali, il a laissé la Tunisie, tout ce que dans le temps, il parlait des statistiques, que la Tunisie allait bien, et tout ça, c'était du vide. En parcourant le pays, on a quand même le sentiment d'une société très, très islamisée. Est-ce que vraiment la société tunisienne, d'ores et déjà, est vraiment radicalement différente de la société turque ou des sociétés du Golfe? Ça, c'était à l'origine, disons que c'était une réponse à Ben Ali quand il a voulu essayer d'empêcher les gens de pratiquer la religion et qui a, disons, mis beaucoup d'islamistes en prison. C'était une réponse pour M. Ben Ali. Mais en réalité, ce n'est pas toute la société tunisienne ou même la moitié qui sont des islamistes. C'est juste la forme, c'est la tenue. Et je pense, parce que vu que nous avons contacté beaucoup de gens, nous avons même des adhérents qui ont la tenue d'islamistes. Vous-même, vous êtes très pratiquant, vous avez fait le pèlerinage à la Mecque. Quelle est pour vous la place que doit occuper l'islam dans la future constitution? Nous, d'abord, il y a l'article 1 de la Tunisie. La Tunisie, sa langue est l'arabe et sa religion est l'islam. Ça, c'est... on ne peut pas renier l'islam pour la Constitution. Pour la pratique, bon, il y a la liberté de culte. Même notre parti, nous avons dit qu'il y a la liberté de culte, donc on ne peut pas rayer l'islam de la Constitution tunisienne. Ça, c'est impératif. Depuis janvier, débats et manifestations se succèdent. Avenue Bourguiba, les Champs-Élysées de Tunis, les militants progressistes, les patriotes démocrates se retrouvent autour d'un café. Fini les réunions secrètes, la parole est désormais libre. Nahda, c'est un parti politique, donc on ne peut juger Nahda qu'à travers leur programme. Si on parle du parti politique, on parle du programme, des objectifs et des actions. Ma famille, par exemple, elle est totalement contre Nahda. Même les femmes qui portent le voile, elles sont contre Nahda parce qu'ils pensent que Nahda, son programme, n'est pas à l'attente du peuple tunisien. J'ai 2 sœurs qui sont pratiquantes. Elles font la prière, les 5 prières par jour, mais elles sont anti-Nahda.
elles sont anti-Nahda. Moi, je suis pratiquant. Je fais la prière 5 fois par jour et je suis un patriote démocrate. On peut être musulman et de gauche. Oui. Et c'est quoi le problème? Parce que être de gauche, c'est pour un système social, c'est pas pour les convictions religieuses. Il y a dans notre mouvement un imam qui est patriote démocrate. L'identité musulmane de la Tunisie n'est pas négociable, mais personne ne doit imposer ses coutumes. Si vous avez une de vos filles qui vous dit « je veux porter le hijab », qu'est-ce que vous lui répondez? Elle est libre. Si elle est convaincue de porter le hijab, qu'elle le porte. Elle vit l'expérience, puis elle tire les conclusions. Si ma fille veut porter le hijab, je ne vois pas de problème. Mais si elle veut porter du mini-jupe, moi, peut-être que je ne la laisserai pas faire ça. Nous sortons de Tunis en passant par la Casbah, le siège du gouvernement pour gagner la banlieue populaire de Borj Shakir. C'est là où vit Intisar Saadi, professeur d'arabe avec sa femme Neila, enseignante de français. Nous nous dirigeons maintenant vers la maison de Mohamed Saadi, le père d'Intisar et l'imam du quartier. Cet ancien directeur d'école, très proche des islamistes de Narda, a été écarté de ses fonctions à la mosquée par la police de Ben Ali. Ce n'est qu'après la Révolution qu'il a pu réintégrer son poste. Mohamed Saadi n'avait pas grand-chose pour plaire au régime précédent. Ses sympathies politiques pour les islamistes tout d'abord, mais surtout un de ses fils, frère d'Intisar, avait été tué en Irak où il était parti combattre les Américains, et un autre est toujours détenu en Italie où il est accusé de terrorisme. Oui, d'accord. Mais ces idées ne se conforment pas avec les miennes. Dans cette famille unie qui vit sous le même toit, Intisar, le progressiste, et son père islamiste peuvent s'opposer, tout en se respectant. Aucun sujet n'est tabou, un signe parmi d'autres de la maturité du peuple tunisien. L'islam, c'est salam, c'est la paix. C'est la paix, c'est rahma, c'est voilà. Et ça, c'est l'islam. Voilà. Pas Nahda. Non. On va avoir beaucoup de discussions pour en ce qui concerne. Les partis de gauche ont changé. La plupart croient en la liberté religieuse. Oui, mais la plupart combattent la religion. Non, 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 on ne se comprend pas parce que tu parles des musulmans. Mais il faut faire une différence entre les musulmans et les islamistes. Nous sommes musulmans. Les islamistes, c'est un parti. C'est donc de la politique. Ce n'est pas la religion de l'islam. Nous sommes musulmans. Oui, mais la religion musulmane, c'est aussi de la politique. Non, ça, c'est un autre débat. Justement, la religion musulmane, c'est la politique du quotidien, qu'on le veuille ou non. Il parle de séparer la religion de l'État. C'est la vérité, on ne peut pas diviser la vie politique, la vie sociale ou la vie économique à côté de l'islam. Non. L'islam, dans notre Coran, il y a tout. C'est notre constitution. Il faut la suivre. Prochaines élections, vous avez un parti un peu pour lequel vous êtes très proche? Jusqu'à maintenant, Nahda, c'est plutôt plus logique. Parce que déjà, j'attends son programme. La seule chose qui va me convaincre, c'est son programme. Si son programme il va nous amener vers un futur où il y a la prospérité et la réussite dans tous les domaines, c'est bon. Si le programme n'est pas bien fait, je voterai pour d'autres. Pour le parti de votre mari? Non, pour le parti de mon mari, sauf si son programme sera convaincant. C'est très important que le parti qui va gagner un autre jour doit avoir une certaine origine musulmane et respecte ma religion et parle le même langage que je parle. Le vendredi, l'imam se rend dans sa mosquée avec son fils. Il y a foule, comme dans tous les lieux de prière, pour écouter le prêche.
Le président du comité local de sauvegarde de la Révolution assiste également à la prière. L'ancien opposant à Ben Ali qui se présente comme le candidat anti-Narda, Najib Chabi, fait campagne à Kairouan, la 4e ville sainte de l'islam. On le découvre en prière dans la superbe mosquée du Barbier, où est enterré un des compagnons du prophète. Aucun Tunisien ne remet en cause l'islam comme religion de la Tunisie. Tous les partis demandent l'inscription de ce principe dans la future constitution. Nous avons un gouvernement provisoire, nous sommes dans une phase transitoire. Il y a l'État qui doit investir dans les infrastructures routières et dans les équipements collectifs. Il n'a pas pu le faire parce que... Et précisément, cette incapacité à commencer à répondre aux besoins a été à l'origine d'une impatience et donc de nouveaux signes de tension. Et vous avez certainement pu observer vous-même cette impatience s'exprimer par des sit-ins, on coupe les routes et même un certain retour à l'insécurité. Donc il est vrai, et c'est ça le grand problème. C'est pourquoi, personnellement, j'ai voulu qu'on écourte le plus vite possible cette phase de transition. Donc nous respectons le droit des islamistes à exister, mais notre rôle, c'est de ne pas leur permettre d'accéder au pouvoir, d'avoir la majorité des votes, parce que aujourd'hui, ils ne présentent aucun programme politique, ils n'ont qu'un programme idéologique, et un État idéologique est forcément porteur de totalitarisme, c'est-à-dire de dictature et d'intervention dans la sphère privée. Aujourd'hui, nous sommes face à la démocratie. Et cette peur de l'islam, elle est là, mais il ne faut pas la contrecarrer par l'éradication. Il faut que cela soit par une saine concurrence politique. Les locaux de l'hebdomadaire de Narda, El Nadjer, se trouvent dans un quartier huppé de la capitale tunisienne. Le discours de ces journalistes est sans état d'âme. Narda respectera la volonté du peuple, y compris si ce dernier souhaite appliquer la charia. Nous ne sommes pas au point de faire des mesures législatives maintenant. Maintenant, la priorité, c'est pour la démocratie. Voilà. Lorsque le peuple tranche avec la dictature et le peuple croit en démocratie, ok, c'est le peuple, c'est à lui de décider. Mais par exemple, est-ce que vous écrivez dans le journal des articles l'économie, le social? L'économie, oui, il y a la finance islamique, il y a tout ça. Mais notre rôle est d'exposer toutes les solutions économiques et politiques en se référant de l'islam. Vous voyez, c'est pas les imposer au peuple. Si le peuple va choisir la charia, c'est pour partir d'une rive à l'autre rive. C'est à lui de décider, c'est pas à nous. Mais si le peuple choisit la charia un jour ou l'autre, bien sûr, nous serons à son côté. C'est clair? Alors pour nous, c'est pour résumer, l'islam, c'est pas des rites. C'est un mode de vie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, al-izzatu lillah, wa lil-islam, wa li-rijal al-islam, wa li-din al-islam. Alors si nous souhaitons une unité nationale, l'islam en sera la base. Si nous souhaitons un développement économique, l'islam en sera la base. Et si nous souhaitons la liberté de la femme, c'est précisément grâce à l'islam, et non pas contre l'islam que nous le ferons. Le voile est un des étendards de l'islam, et nous, dans le mouvement Narda, nous accueillons toutes les combattantes, les femmes voilées comme les non-voilées. La Narda est ouverte à tous les Tunisiens. La Narda est ouverte à tous les Tunisiens, hommes, femmes, voilés, non-voilés. Celui qui prie, celui qui ne prie pas, et celui qui ne prie pas aujourd'hui, mais qui en se rapprochant de nous se mettra sûrement à prier demain. Intellectuel respecté, Mohamed Talbi a écrit de nombreux ouvrages sur l'islam. Ses prises de position vigoureuses contre le salafisme de Narda en a fait une cible des islamistes. Il a même reçu des menaces de mort sur Internet.
Monsieur Ranouchi, puis-je le dire? Je ne sais pas, mais je le dis quand même. Parle d'un double langage. Et je n'admets pas le double langage. Je préfère le langage de la franchise. Pourquoi ne dit-il pas exactement ce qu'il pense? Sur quel point, par exemple? Sur la charia. Il ne pouvait pas ne pas adhérer à la charia. Or, il sait pertinemment que démocratie et charia ne peuvent jamais aller ensemble. Nous voici à Bizerte, à 60 km au nord de Tunis. Radja Dali est une des rares avocates de Bizerte qui ait défendu sous Ben Ali, dans les années 90, les familles des islamistes emprisonnés. Les élites politiques tunisiennes, même de gauche, furent absentes de ce combat. Ils ne furent pas nombreux à avoir ce courage. La plupart des clients de Maître Dali étaient emprisonnés et torturés dans la sinistre prison de Borj Erouni, une ancienne caserne française. Maître Dali retrouve son ami, Hadza Ben Moshba, sur le port de Bizerte au café Le Marabout dont Hadza est propriétaire. Pas question pour toutes les deux que les idées de Narda triomphent dans cette Tunisie où les droits des femmes sont sauvegardés. Pour les élections de la Constituante, Maître Dali présente une liste indépendante soutenue par le comité local de sauvegarde de la Révolution. Pour revenir à la Nahda, je pense qu'elle a perdu beaucoup de terrain. Parce que du temps de Ben Ali, il y avait beaucoup de sympathie pour ces gens-là qui ont été opprimés, qui ont été réprimés, emprisonnés, torturés. Ils se posaient en martyrs. Et donc c'était un discours qui était plus ou moins véhiculateur et fédérateur, si vous voulez. Les pauvres, les pauvres. Maintenant, c'est plus les pauvres. Alors maintenant que vous avez acquis vos droits, que vous avez un visa, que vous pouvez travailler, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Et là, on voit bien que le discours a fondu comme neige au soleil. Parce que moi j'ai assisté à un meeting de Narda pour voir, parce que j'en avais marre d'être manipulée par les infos qui passaient sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et je voulais voir de visu quel était réellement leur message. Et j'ai réalisé qu'ils n'avaient aucun discours politique, c'est-à-dire qu'ils ne tiendraient pas le coup. Ils ne pourront pas. Leur fonds de commerce c'est la Palestine, or la Palestine est dans tous les cœurs du monde arabe. Il ne faut pas les surestimer. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas les surestimer. Ils vont réaliser, les gens, qu'ils ne vont pas leur donner du travail. Ce n'est pas eux qui vont faire la société, ce n'est pas eux qui vont construire l'économie. D'ici 2 ans, si la Constituante ne dure que 2 ans, ils auront perdu beaucoup de terrain. Ils auront perdu beaucoup de terrain. Sur le port de Bizerte, les cafés sont nombreux, mais seuls les hommes les fréquentent. Hadza a mené un long combat pour imposer la présence des femmes à la terrasse de son établissement. Ça a été difficile au niveau des mentalités, parce que je suis arrivé sur un endroit où c'était vraiment... Je suis dans une ville de province, il ne faut pas l'oublier. Et puis je suis sur un endroit où c'est un masculin pluriel. Un masculin vraiment pluriel, avec une mentalité. Les femmes, ça ne reste pas au café, ça ne fume pas une cigarette dans la rue. Donc, non, j'ai eu assez de personnalité pour leur résister. Vous avez une sacrée réputation ici, autour du port. Assez viril, oui, la femme aux 3 couilles. Ah oui. La femme aux 3 couilles, parce que j'ai osé quand même braver beaucoup de choses. Je recevais beaucoup de copines et tout, donc c'était le café des femmes. Et bon, ça leur paraissait drôle de voir des femmes sur ce vieux port, et là maintenant c'est devenu... c'est les familles, c'est les femmes seules, c'est les femmes voilées, c'est les femmes avec leur décolleté, ça choque plus personne. Mais bon, je pense que Narda, je ne sais pas si elle va avoir le pouvoir de changer ce qu'on a acquis entre-temps, et encore plus maintenant. Depuis la révolution de janvier, la société civile tunisienne goûte à la liberté retrouvée. Ce dimanche matin, l'association Tunisie Propre a lancé un appel sur Facebook pour nettoyer une plage à 20 km de Tunis. Blogueuse, femme engagée et dentiste de profession,
Kauter Soussou a répondu présente. Pourquoi vous êtes là ce matin? En fait, c'est pour une action organisée par un groupe sur Facebook. C'est la page Tunisie propre. Propre au sens propre et figuré aussi. Propre, c'est-à-dire les saletés et les autres ordures. On voudrait se débarrasser de tous ces déchets. Voilà, donc il y a une action aujourd'hui, c'est à Hammam Lanf, à Mamlif, et on va commencer par nettoyer la plage. Là, on est en train de s'organiser. On a ramené notre matériel avec nous, c'est-à-dire là, on commence à une échelle concrète, facile plus ou moins, nettoyer les plages en attendant le vrai nettoyage. Et ça ne va pas tarder, c'est inéluctable. Pour moi, l'islam, c'est le Coran. Ce ne sont pas les inventions de quelques personnes qui nous disent que, en arabe on dit an, c'est-à-dire à travers Monsieur X qui a dit à travers Monsieur Y, mais au fil des ans, ça perd de sa valeur. Moi, je crois au Coran. La valeur de la transcendance du Coran, il est universel, il est valable en tout lieu, en tout temps, et c'est ça que je crois. C'est cet islam-là. Qu'est-ce que vous pensez de la position de Narda dans le débat politique? Justement, la position de Narda sur ce débat politique n'est pas claire. Il y a pas, c'est un peu à droite, un peu à gauche. Ce n'est pas net. Et franchement, ça n'inspire pas confiance. Et les gens en Tunisie ne sont pas dupes. Bon, s'ils gagnent les élections, tant mieux pour eux, mais on va les surveiller de près. Plus que dans la presse écrite sans grands moyens, le débat politique a lieu par blog interposé. Partisans et adversaires de Narda se déchaînent, pour le meilleur ou pour le pire, quand un internaute totalement allumé propose de violer les femmes non voilées. Sur son blog, qu'elle signe Athéna, Kauter est à l'avant-garde du combat contre les islamistes. Facebook, ça reste, il a joué un rôle crucial dans la révolution pour faire transmettre le message, et encore maintenant, pour nous montrer les dessous de la carte, comme on dit. Voilà, là c'est la contre-attaque des gens contre Narda. Malheureusement, il y a certaines personnes qui prétendent avoir une procuration de la part du bon Dieu et qui se permettent de nous dire ce qu'on doit faire et ce que l'on ne doit pas faire. Et heureusement, il y a des personnes comme Mohamed Talbi pour nous rappeler que tout compte fait, oui, on a raison. L'islam, c'est la liberté. Il le dit très bien, ma religion, c'est la liberté. Voilà. Je voudrais que les Tunisiens comprennent que la laïcité et l'islam coranique ne se contredisent pas. Et que l'islam coranique, puisque le Coran dit nettement pas de contrainte en religion, ne contredit pas un régime laïque. Les musulmans vivent bien en Angleterre, en Russie, en Allemagne, en Amérique. Ils n'éprouvent aucune gêne. Pourquoi ne vivraient-ils pas en Tunisie sous un régime laïque qui permet à toutes les formes religieuses ou non religieuses de s'exprimer librement? Je suis un musulman pratiquant. Je fréquente les mosquées. Je m'occupe du culte. Seulement je dis, l'islam est foi monothéiste et culte, et rien d'autre. Si on admet cela, la laïcité est possible. Je crois en l'avenir de la culture et de la liberté de la pensée. Je me bats pour cela. Et j'ai écrit dans mon livre, Goulag et démocratie, le goulag n'est jamais fini, vigilance continue. Mais si le goulag n'est jamais fini, le goulag est toujours à combattre et le goulag ne triomphera pas. Il n'a triomphé nulle part dans le monde. Il n'y a pas de raison pour qu'il triomphe en islam. La liberté finira par gagner en Tunisie. J'espère que la liberté gagnera aujourd'hui. Et si par malheur elle ne gagne
Elle ne gagne pas aujourd'hui, elle gagnera demain à coup sûr. Je me suis toujours posé cette question pour me dire que mourir pour mourir, il vaut mieux mourir libre. Oui. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، هرنا من الظلم ومن الرصاص يدير. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، هرنا من الظلم ومن الرصاص يدير. الشعب التونسي حطم النظام، حطم الاصنام تاع سياسه الشيطان. الشعب التونسي اليوم ولا حر، هرنا من الظلم ومن الرصاص يدير. الحمد لله يا رب الكون راه طاح بنا عليه وحكومة الدكتاتورة. هرب من المطار كيما الكلب كي البطار، ما كانش عنده الرجولة باش يكمل لا بطايا. قولي